Très bien. Je voudrais d'abord remercier la Fondation Kamel Lazar de m'avoir invité à parler d'un sujet qui me paraît important. Je remercie aussi M. Hatem Bouriel aussi de m'avoir invité à parler d'un sujet qui est aujourd'hui un sujet important, celui des rapports entre médias et politique en Tunisie dans le contexte de la transition politique. Le problème que je voudrais poser concerne la transition médiatique. D'abord, c'est l'objet principal de mon intervention, mais je traiterai de cette question en rapport avec la transition politique et avec ce qu'on pourrait appeler les deux échecs, ou l'échec des deux transitions à la fois politique et médiatique, parce que je considère que la transition médiatique a échoué. Je vais expliquer ensuite comment, et je considère aussi que la transition politique a aussi échoué. Je dirais avec quel élément on pourrait caractériser cet échec. Donc, mais aussi, je voudrais insister, puisque je suis universitaire, que je voudrais poser toutes ces questions à partir d'un certain nombre de concepts qui vont nous aider à penser cette problématique. Les concepts, ce sont des outils qui aident à saisir ce qui est important dans le réel, dans la réalité. Au moins, il y a trois concepts qui me paraissent importants. Il y a le concept de transition lui-même et le concept de politique publique et de système médiatique. Alors, en quoi est-il légitime de parler de l'échec de la transition politique? D'abord, il faut dire et rappeler que la transition politique en 2011, le processus de transition vers la démocratie, s'est fondé sur un certain nombre de finalités ou d'objectifs. Après le démantèlement de l'ancien régime politique et de ses institutions, la transition politique était censée instaurer un nouveau régime politique, une nouvelle constitution, de nouvelles institutions démocratiques. Alors, d'abord, il faut constater que ce processus est inachevé, que la totalité ou l'ensemble des institutions, des nouvelles institutions démocratiques n'a pas été instauré. L'exemple le plus saillant ici, c'est la Cour constitutionnelle qui n'a jamais été créée. Et puis aussi quelques indicateurs de cet échec de la crise, de la crise ou de l'échec de la transition politique, la montée des populismes, qui sont un symptôme d'une crise de la démocratie, une crise de la représentation démocratique, le rejet des élites, il y a un rejet massif des élites politiques, il y a aussi un rejet qu'on pourrait qualifier aussi de massif des corps dits intermédiaires, par exemple les partis politiques, les associations, les médias aussi. Il y a une crise de confiance dans les institutions démocratiques. Et puis aussi, il y a un autre facteur qui est la nostalgie de l'ancien régime, qui est aussi un indicateur fort de cette crise de la transition. Il y a une étude qui a été faite il y a quelques mois en France par une fondation politique, la Fondation Fondapol, une étude, une sorte de sondage planétaire, international, qui a été réalisé dans 55 pays, ou une cinquantaine de pays, avec un échantillon important de plus que 20 000, je crois. Et ce sondage a été fait en Tunisie aussi. L'échantillon donc a porté sur la Tunisie. Et parmi les régimes qui ont été proposés à l'échantillon, il y a 5 régimes. Je ne vais pas les énumérer, mais on peut ensuite les voir dans la présentation qu'on va publier. Alors, les Tunisiens, dans leur majorité, ont opté pour un système. Voilà, donc la formulation
un système politique reposant sur un homme fort qui n'a pas à se préoccuper du Parlement ni des élections. Donc il y a une majorité de Tunisiens selon cette étude qui est disponible sur le site de la Fondation Fondapol. Enfin, l'étude est téléchargeable. Donc il y a une majorité de Tunisiens, 68% de Tunisiens, qui n'ont plus confiance dans le régime représentatif, dans la démocratie représentative, contrairement aux tendances mondiales. C'est-à-dire que dans la majorité, la quasi-majorité des pays démocratiques, certes la démocratie est critiquée, mais elle n'est pas réfutée, elle n'est pas délégitimée, elle garde encore, c'est-à-dire contrairement aux Tunisiens, les citoyens dans les sociétés démocratiques, malgré les critiques qu'ils adressent à l'élite politique, au système politique, ils ont encore la foi dans le système, dans l'idéal démocratique. De mon côté, je pense que les Tunisiens ont perdu cette foi dans l'idéal démocratique. Donc, et d'ailleurs, plusieurs sondages d'opinion qui sont réalisés depuis le 25 juillet montrent le désintérêt des Tunisiens pour le Parlement et pour les élections législatives. Législatives, bien sûr. Il y a un désenchantement politique et une fatigue politique. Alors, c'est dans ce contexte qu'on doit analyser la transition médiatique. Il ne faut pas analyser la transition démocratique de façon décontextualisée, sans la situer dans son contexte politique. En général, pour mesurer, ou pour qualifier, ou pour caractériser une transition médiatique, il y a une littérature dense dans ce domaine. En général, il y a une approche qui est souvent critiquée, on l'appelle l'approche transitologique, et qui considère qu'une transition médiatique est réussie quand les médias assurent un ensemble de missions, quand les médias accomplissent un certain nombre de missions, telles que par exemple le contrôle des élites politiques, la défense des institutions politiques, la socialisation de l'opinion publique aux valeurs démocratiques, quand les médias constituent réellement et effectivement un contre-pouvoir au pouvoir politique, ou encore, autre indicateur pour mesurer donc la transition médiatique réussie, quand les institutions médiatiques, les organisations médiatiques vont intérioriser les critères ou les principes selon lesquels fonctionnent les médias dans les démocraties libérales. Donc à partir du moment où ces principes et ces critères deviennent des routines, c'est-à-dire par exemple quand la télévision tunisienne fonctionnerait selon les principes, les standards des télévisions publiques européennes, démocratiques, cela voudrait dire, selon cette approche, que la transition médiatique est achevée. C'est-à-dire que les règles démocratiques deviennent des routines. Mais cette approche est très critiquée, notamment elle est critiquée pour être d'abord normative, parce qu'elle pose un modèle normatif et téléologique. Téléologique, c'est-à-dire qu'elle pose un modèle idéal et qu'elle va mesurer les médias dans les contextes de transition par rapport à ce modèle. Et elle est aussi critiquée pour être ethnocentriste, occidentale. C'est-à-dire qu'une transition réussie, c'est une transition où les médias en Tunisie, par exemple, deviennent à l'image des médias européens. Donc voilà, c'est une critique forte. Moi, dans mes recherches, j'ai abandonné cette approche qui est critiquée à juste titre. Et donc j'ai adopté une autre posture, une autre manière d'analyser les médias tunisiens, la transition médiatique, en préférant une approche que j'appellerais une approche internaliste. C'est-à-dire que je vais critiquer ou évaluer ou analyser la transition médiatique par rapport aux finalités que la transition s'est donnée à elle-même. Alors où on peut trouver ces indicateurs, ces finalités, ces fins ou ces objectifs, ben on les retrouve dans d'abord le décret 115 et le décret 116. Parce que les décrets 115 et 116, le premier est relatif à la liberté de la presse, le deuxième est relatif au secteur audiovisuel et à la régulation. Alors dans ces deux, quand on lit
minutieusement ces deux décrets, on voit émerger disons, des standards selon lesquels les médias doivent fonctionner. Par exemple, dans le décret 115, il y a beaucoup de dispositions légales qui concernent le fonctionnement normal, démocratique de la presse, par exemple. Il y a toute une partie relative à la transparence des journaux, par exemple, la transparence financière. Je considère qu'une démocratie saine doit avoir des médias transparents. Donc, une démocratie qui fonctionne normalement ne peut pas fonctionner avec un système, je reviendrai sur cet aspect des choses. Une démocratie saine ne peut pas reposer ou fonctionner avec un système médiatique opaque. Donc voilà, et surtout dans le décret 116, il y a plusieurs critères, plusieurs standards qui définissent à la fois la mission de l'AICA et les outputs de cette régulation. Par exemple, on parle de médias indépendants du pouvoir politique, des médias autorégulés par l'éthique, des médias régulés par les impératifs démocratiques, des médias qui doivent être au service de la démocratie, au service des droits de l'homme, au service de la pluralité, de la diversité politique, etc. Des médias qui doivent être un véritable miroir de la société politique. Et le décret 116 est censé être un mécanisme essentiel pour aboutir à un paysage politique diversifié, équilibré, etc. Il y a beaucoup de standards qui sont cités donc évoqués dans le décret 116. Alors, si on va juger le paysage médiatique par rapport au décret 116, si on va évaluer la situation des médias, alors on va aboutir à la conclusion simple, c'est que tout ce qui a été prévu par les deux décrets comme finalité n'a pas été réalisé. C'est-à-dire qu'il y a un décalage entre ce qui a été prévu, la conception normative des médias tunisiens tels qu'ils doivent fonctionner selon le décret 115 et 116 et la réalité des choses. Et c'est en ce sens-là que je parle de l'échec de la transition. C'est-à-dire que tout ce qui a été prévu comme dans la conception initiale fondatrice de la transformation des médias n'a pas été réalisé. Alors, l'explication, à mon avis, réside d'abord, donc je vais maintenant poser le concept de la politique publique. Alors, qu'est-ce qu'une politique publique? Tout simplement, sans entrer dans des explications théoriques, une politique publique, c'est ce que fait et ce que ne fait pas l'État ou le gouvernement dans un domaine donné. Alors en général, on a tendance à dire que la politique publique, c'est l'ensemble des actions, des stratégies, etc., que l'État entreprend dans un... Non, les théoriciens de la politique publique insistent sur le fait que ce que ne fait pas l'État, ce que n'entreprend pas l'État, fait partie de la politique publique. C'est-à-dire que si l'État n'engage pas, ne réforme pas les médias publics, cela voudrait dire que la non-réforme est une politique publique. C'est-à-dire que c'est un choix délibéré des élites politiques. Et de ce point de vue, je considère que la non-réforme des médias n'est pas la conséquence de ce qu'on appelle le manque de volonté, ou l'absence de volonté. Le terme, l'expression absence de volonté ne rend pas compte de la stratégie des élites par rapport aux médias. En réalité, la non-réforme des médias a été érigée en politique publique. C'est un choix délibéré. On ne peut rien comprendre à la situation des médias sans insister sur ce point. Donc, alors, si on fait un peu une analyse qu'on pourrait appeler archéologique de tout cela, pourquoi ce choix a été fait, on peut insister sur le fait que les élites qui ont présidé à la conception fondatrice de la transition médiatique ont tout fait presque pour limiter le rôle de l'État en 2011. Tout l'arsenal juridique a été pensé pour combattre l'omnipotence de l'État. Parce qu'on considère que cette omnipotence de l'État, l'emprise de l'État sur les médias, est un élément
négatifs qu'il fallait supprimer. Donc, dans l'étude que j'ai publiée dans la Revue tunisienne de sciences politiques, je relève qu'il n'y a aucun cadre normatif qui a été fixé pour définir une gouvernance publique des médias. Pourquoi les élites qui ont gouverné ce pays depuis 2011 ont fait de la non-réforme des médias une politique publique? Moi, j'ai quelques hypothèses. D'abord, nous avons des élites qui ont hérité de l'ancien régime une vision instrumentale des médias, une vision utilitariste, c'est-à-dire qu'ils considèrent les médias comme un dispositif de communication politique. Et nous voyons que toutes les élites politiques, tous les hommes politiques et les femmes politiques voudraient disposer des médias, et notamment de la télévision publique, comme un outil de communication politique, avec un accès non contraignant. Deuxième hypothèse, l'absence d'une vision réformiste pour tous les aspects de la société. Donc il est normal que si ces élites n'ont pas de vision réformiste de la société, il est donc normal qu'ils n'ont pas une vision réformiste pour les médias. L'incompétence, nous avons aussi, il faut le dire, des élites qui sont incompétentes, qui sont plus préoccupées par la concurrence ou les luttes pour le pouvoir que pour engager de véritables réformes. Et aussi la faiblesse dans la société, peut-être aussi dans la profession, d'une véritable demande de réforme. Je pourrais aussi poser cette problématique. Alors, quelles sont les conséquences de cette absence, de cette politique de non-réforme des médias? Moi, j'ai dénombré un certain nombre de conséquences que je qualifie de paradoxales. Par exemple, parmi les conséquences que j'ai relevées, ce que j'appelle un néo-pouvoir politico-administratif. C'est-à-dire que nous avons, en 2011, supprimé la fonction le ministère de la Communication, qui était le ministère de l'Information, et la place laissée vide, dans cet espace laissé vide par une institution formellement chargée du secteur, a émergé un néo-pouvoir politico-administratif, occulte, opaque, qui fonctionne de façon de façon non redevable, qui est situé principalement à la présidence du gouvernement, et on pourrait le situer encore plus précisément au niveau du conseil médiatique, cette nouvelle fonction qui n'est pas formalisée en termes de poste politique. Et ce nouveau pouvoir, néo-pouvoir politico-administratif va administrer les différents médias publics, encore une fois de façon opaque et de façon non redevable, en dehors de toute forme, comme je l'ai dit, de transparence. Parmi aussi les conséquences paradoxales de cette nouvelle organisation, néo-organisation des médias, il y a un dispositif de publicité publique qui est lui-même aussi opaque et clientéliste. Donc, c'est ce mécanisme qui vient remplacer la TCE. J'ai parlé aussi de la non-redevabilité du système médiatique, de son opacité, et en plus avec des médias publics qui fonctionnent sans mission claire. À partir du moment où les médias publics fonctionnent sans mission claire, on ne peut pas leur demander des comptes. Et dernière conséquence, je dirais, que je qualifie de paradoxale, c'est le faible impact de la régulation. Vous savez qu'il existe, la AICA existe, mais elle impacte faiblement le secteur médiatique. Et d'ailleurs, les dérives de la télévision privée, toutes les dérives qu'on voit
au niveau de la télévision sont dus plutôt à ce faible impact de la régulation. Alors, pour ne pas trop m'étaler sur ces questions, je dirais, voilà les enseignements qu'on doit tirer. D'abord, la réforme des médias a été sectorielle et non systémique. Par réforme systémique, j'entends la réforme de toutes les composantes du système médiatique. C'est-à-dire quand on réforme une partie du système et non pas la totalité du système, cela n'aboutit pas obligatoirement à un nouveau système médiatique. C'est-à-dire qu'un nouveau système médiatique qui peut être alternatif à l'ancien système médiatique est le résultat d'une réforme systémique. Alors l'absence de cette réforme systémique du système médiatique a donné lieu à un système hybride, à des situations hybrides. D'abord, je voudrais insister sur le terme de système. C'est un concept qui a été élaboré par deux chercheurs, qui s'appellent Ali Nemanchini, et le système médiatique repose sur 4 dimensions, si on veut analyser les médias en tant que système. D'abord, le rôle de l'État. Le rôle de l'État, dans 5 minutes, je vais terminer. Le rôle de l'État, la situation du journalisme, la professionnalisation du journalisme, les rapports entre médias et politiques et l'économie des médias. Alors, pour terminer, je dirais que le système médiatique tunisien actuellement, c'est un système hybride, c'est-à-dire où coexistent des innovations juridiques qui ont été prévues par les décrets 115 et 116 avec des organisations qui ont des structures anciennes. Donc ça fait un système hybride qui est plutôt de fonctionner dysfonctionne. Et donc c'est à partir de cette perspective qu'on comprend pourquoi, par exemple, l'agonie de la presse écrite tunisienne, la crise des médias publics, les dérives de la télévision privée. Et dans ce système hybride, s'est constitué de nouvelles stratégies d'instrumentalisation des médias, à la fois publics et privés. Et donc, à partir de là, le problème ou la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui on est capable d'engager cette réforme systémique et est-ce que l'État peut engager cette réforme systémique? En vérité, il y a une demande formulée de façon parfois aléatoire, mais il y a une demande de l'État responsable des médias qui réforme les médias, qui assure à la société un système médiatique qui lui-même assure des missions pour la société, pour la démocratie. Mais le problème, c'est que cette demande de réforme, cette demande de politique publique n'est pas reconnue par les politiques. Et là, nous sommes face à je dirais, une aporie. C'est-à-dire que la politique publique ne peut se faire que par l'État. Or, l'élite politique n'a pas les schémas cognitifs pour saisir l'importance de la politique publique. Donc, pour résumer, on est dans une sorte d'impasse, une impasse qui caractérise la transition médiatique.